cérémonie des trophées des maires de Côte-d'Or. La cérémonie va commencer dans un petit peu moins d'1 heure, mais tout d'abord nous vous proposons une conférence et pour cela j'appelle Ludovic Rochette, président de l'AMF 21, à nous rejoindre. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bienvenue, c'est vous qui lancez la cérémonie ce soir, quelque part. Mais c'est normal, président de l'AMF 21, c'est normal que vous soyez là ce soir. C'est pas que moi, ce sont les 704 maires Exactement. de Côte-d'Or et les 19 présidents d'intercommunalité. Que vous représentez. Alors, quel est le sujet qui va être abordé ce soir pendant cette conférence et qui est notre conférencier? C'est avec plaisir qu'on accueille Philippe Laurent, je pense que tout le monde connaît, qui est notre secrétaire général à l'AMF. Et s'il y a une personne qui connaît bien les questions du budget pour les communes, de la fonction publique, grossièrement, qui connaît l'histoire des communes, le présent, mais aussi quelqu'un qui peut nous parler de l'avenir, parce que je suis convaincu que les communes ont un vrai avenir à jouer, c'est Philippe Laurent, qui, je sais que pour qui Dijon a une émotion toute particulière, et je voulais vraiment lui dire que Philippe Laurent, je pense qu'on lui dit partout dans chaque département où il va, mais franchement, bienvenue à toi. Tu es chez toi ici et c'est vraiment avec une très très grande fierté qu'on te compte ici ce soir. Alors quelles sont les problématiques, en quelques mots, et il va en parler Philippe Laurent, les plus importantes pour les maires actuellement? Je voulais avant de répondre à la question, c'est que ce soir il y a des maires qui ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont été victimes, leur commune, d'inondations dimanche dernier, et c'est ça la commune. C'est que ce soir, tout le monde ne peut pas être là, la famille ne peut pas être réunie, parce qu'ils sont sur le terrain, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain, ce sont les élus, les maires, tout d'abord, qui sont appelés. Et ces 704 parcelles de Côte-d'Or que l'on a, ce sont 704 parcelles qui s'inquiètent aujourd'hui de savoir justement comment la commune peut rester un espace vital, peut continuer à vivre. Et il y a bien sûr des questions d'ordre financier, les dotations, la fiscalité. Et puis, il ne faut pas non plus se voiler la face. Les maires ne sont pas d'irréductibles conservateurs. Il faut aussi qu'on trouve des moyens de s'adapter au monde nouveau. Et la commune, elle peut aussi, ici ou là, évoluer, par exemple en commune nouvelle. Elle peut se moderniser, mais par contre, il y a une chose qui est essentielle, c'est que la commune doit rester commune. Alors, cette conférence est organisée sous le parrainage de la Caisse d'épargne. J'invite Pierre-Yves Cher, membre du directoire de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, à nous rejoindre. Alors Pierre-Yves Cher, merci, vous êtes un habitué de cette soirée des trophées, vous le disiez tout à l'heure, donc c'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau ici à Dijon. Comment est-ce que vous accompagnez ces communes au quotidien en tant que banque, parce qu'on va parler justement des difficultés financières des communes. Oui, je voudrais bonsoir à toutes et à tous d'abord, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Vous êtes d'importants clients pour la Caisse d'épargne, des clients historiques pour un grand nombre d'entre vous. D'abord, les difficultés, elles sont probablement dans le futur, parce que moi, je voudrais d'abord dire que les finances des communes sont bien tenues. Les maires font bien leur travail en Côte-d'Or. Ça, c'est la première des choses à dire. Les finances des communes sont bien tenues. Le futur est difficile. Il y a des réformes. Ludovic en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On continue à financer. Je voudrais quand même... Les banquiers, ils lâchent des chiffres, donc je vais vous donner un chiffre. 500 millions d'euros de nouveaux crédits aux collectivités territoriales dans les 2 dernières années, juste pour la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est toujours à vos côtés en octroi de financement. Après, les financements, ils pèsent sur le budget, il faut les rembourser, et puis c'est là que le futur est peut-être un peu plus inquiétant. Le conseil, on doit aussi, nous, banquiers, comprendre ce qu'il y a derrière les textes qui vous entourent, derrière la loi NOTRe, et on doit imaginer autour de ce champ de contraintes de nouvelles solutions.
Et puis, le vœu le plus cher que l'on a, c'est de continuer à vivre dans un environnement de qualité, avec des infrastructures de qualité. Donc, on se battra à vos côtés pour que vous ayez les moyens d'entretenir et de développer le patrimoine de la région. On a des idées, il y a déjà des choses qui existent. On peut financer des actifs, des projets en mode public-privé. On a développé quelques solutions. Je vais citer chez Mirova Natixis le fonds BTP-IL qui sert à ce genre de projet. Et il faudra qu'on en trouve d'autres pour être efficace dans le futur. Merci beaucoup, Pierre-Yves Cher. Donc, j'appelle tout de suite à nous rejoindre Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, maire de Sceaux et spécialiste des finances locales et de la fonction publique territoriale. Alors, après la conférence, Philippe Laurent répondra à vos questions. Donc l'hôtesse passera dans la salle avec des micros. N'hésitez pas à poser vos questions. J'imagine qu'en tant que maire et élu, vous en avez beaucoup. Philippe Laurent, c'est à vous. À tout de suite. On vous donne un micro. Voilà, ça sera plus simple. Merci. Merci et bonjour à toutes et à tous. Bonsoir plutôt. Merci en tout cas de votre invitation et de votre accueil chaleureux. Je veux saluer le président Ludovic Rochette. On se connaît bien, on se voit régulièrement lors du comité directeur de l'Association des maires de France. Vous me permettrez aussi un petit salut amical pour Catherine Sadon, non pas parce qu'elle semble un peu handicapée provisoirement, mais parce que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur les sujets justement qui nous intéressent. Et donc je suis très heureux de la retrouver ce soir ici à Dijon. Je veux vous apporter, en tant que secrétaire général de l'Association des maires de France, donc le salut amical de l'ensemble de notre bureau et du président François Baroin, et vous dire que je trouve que l'initiative que vous avez prise, donc il y a maintenant 2 ans, puisque c'est la 3e édition, d'organiser ces trophées de l'innovation territoriale avec des thèmes qui sont très divers, on le verra tout à l'heure, est évidemment une excellente initiative. D'autres départements le font également, et d'ailleurs j'y participe assez régulièrement puisque je fais à peu près une 20aine de déplacements dans les associations départementales chaque année. Et c'est une excellente initiative parce que ça montre que les collectivités territoriales et tout spécialement les communes et les intercommunalités sont au cœur d'un écosystème qui rassemble à la fois les entreprises de travaux publics, les entreprises de bâtiments et d'autres encore, les financeurs, et je remercie donc le président de la Caisse d'épargne d'avoir dit ce qu'il a dit sur la bonne gestion globale des collectivités, et notamment des communes de France, et puis aussi la presse quotidienne régionale. Et ça, je veux le saluer parce que dans mes fonctions, donc à caractère national, je suis amené naturellement à avoir de nombreux journalistes et à avoir beaucoup de contacts avec la presse nationale. Je peux vous dire que la presse nationale, globalement, ne comprend pas toujours ce que nous faisons sur nos territoires, en direction de notre population. Ils ne le comprennent pas toujours et c'est même pire. Parfois, ça ne les intéresse même pas. En revanche, la presse quotidienne régionale, partout, est très attachée à ce qui se passe naturellement sur les territoires et elle constitue un excellent relais d'information, d'explication et de pédagogie en direction de nos concitoyens sur ce que précisément font les collectivités territoriales et l'ensemble de leurs partenaires. Et donc je veux saluer vraiment l'engagement de la presse quotidienne. Alors ici c'est le bien public, mais je parle pour la presse quotidienne régionale de manière générale. Je veux vraiment saluer donc cet engagement et la qualité des relations qui globalement peut produire parfois quelques tensions, mais qui globalement existent entre la PQR et les acteurs de l'action publique locale. Mes chers amis, moi je suis élu, je ne devrais pas le dire parce que ce n'est pas à la mode de dire ça, je suis élu depuis 40 ans. J'ai été élu la première fois en 1977 comme conseiller municipal, j'ai été ensuite adjoint au maire, maire depuis 2001, j'ai été conseiller général, vice-président de conseil général pendant 13 ans. Je suis aujourd'hui également conseiller régional et j'ai exercé un certain nombre de fonctions dans les associations nationales d'élus et également
en ce moment comme président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. J'ai vécu donc à la fois comme acteur, mais aussi comme observateur dans mes fonctions professionnelles, donc cet extraordinaire mouvement de décentralisation qui a été lancé même bien avant les lois de fer, les fameuses lois de fer de 82, déjà avant, on commençait déjà à parler de décentralisation et à mettre en place des outils qui permettaient aux élus de commencer à prendre une certaine autonomie. Je pense notamment à la loi qui a mis en place la DGF. Auparavant, il y avait toute une série de dotations très éclatées et la dotation globale de fonctionnement a été créée en 1979. Je pense aussi à la loi qui a permis aux collectivités de voter les taux d'impôt. Il faut s'en souvenir de celle-là parce que bientôt il n'y aura plus de taux d'impôt à voter. Donc c'est vraiment un souvenir tout à fait important. Et donc c'était une loi en 80. Et donc on voit bien ce qui s'est passé et on voit cet extraordinaire mouvement qui a été le fait que les élus locaux se sont progressivement emparés de leurs compétences, à la fois pour développer leurs services publics et puis pour aménager et développer leur territoire. Et moi, je considère qu'il y a eu, évidemment, la fameuse loi de fer de 82, avec toute une série derrière de lois, dont celle de 84, qui a créé la fonction publique territoriale. Et il y a eu une loi aussi très importante, qui est la loi de 99, c'est la loi Chevènement, qui a permis à l'intercommunalité, qui existait déjà, mais de se redévelopper et de retrouver donc une nouvelle vigueur. Et à chaque fois, les élus sur les territoires, en milieu urbain comme en milieu rural, les élus se sont emparés de ces textes. Chacun, évidemment, avec les caractéristiques du territoire, avec l'histoire du territoire, la culture du territoire, c'est pas la même sur l'ensemble de notre pays. Mais chacun a utilisé ces textes pour précisément s'engager pleinement dans le développement de son territoire et le développement des services rendus à sa population. On a donc vécu de très belles années et on a rendu service à notre pays et à ses habitants. Il faut le dire. Il faut dire que l'aménagement des infrastructures, qu'elles soient routières, de transport en commun, de réseaux de télécommunications, etc. Ce sont les collectivités locales d'abord. La décentralisation culturelle, l'aménagement de lieux culturels pour accentuer la démocratisation culturelle et la diffusion culturelle, ce sont aussi les collectivités territoriales. D'ailleurs, lorsqu'il y a des rapports là-dessus, tout le monde le dit. On a récemment eu connaissance d'un rapport qui a été fait par Eric Orsena sur les bibliothèques. Il rend hommage aux collectivités territoriales qui ont développé un réseau de bibliothèques tout à fait remarquable. C'est vrai aussi dans les villes, notamment pour le spectacle vivant, pour le théâtre. On a donc et tout ceci a été fait par les collectivités territoriales. Le développement des services publics est remarquable. Écoutez, il y a 35 ans, est-ce qu'il y avait autant de places d'accueil de la petite enfance, qui est un des sujets importants pour notre pays, parce que c'est une des conditions de son dynamisme démographique et de l'égalité femmes-hommes au travail. Est-ce qu'il y avait autant de participation à l'action éducative dans nos écoles? Est-ce qu'il y avait autant de centres de loisirs ou une capacité à accueillir les enfants en dehors du temps scolaire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et nous avons développé tout cela avec évidemment les outils dont nous disposions, avec les financements dont nous disposions, qui n'étaient d'ailleurs pas négligeables, et nous l'avons fait. Nous avons aussi eu la chance d'avoir cette loi de 84 sur la fonction publique territoriale qui, quoi qu'on dise, nous a permis de créer sur le territoire, dans les collectivités de toute taille, une fonction publique territoriale qui compte près de 2 millions d'agents à l'heure actuelle et qui a gagné de manière très importante en compétences. Très importante. Aujourd'hui, les cadres dans les villes, les départements, les régions et dans les intercommunalités sont d'un niveau technique et de compétences tout à fait remarquable. Et c'est d'ailleurs, la carrière territoriale est devenue au fil du temps une carrière attractive pour un certain nombre de jeunes qui souhaitent donc travailler de manière intéressante sur des métiers passionnants au service de l'intérêt général. Donc, on a fait tout ça. Et voyez-vous, ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que tout se passe comme si tout ça n'avait pas existé. Tout ça, aucune évaluation n'a jamais été faite. Et même avant les lois MAPTAM et Notré, on a évoqué tout à l'heure la loi Notré avec quelques amis, aucune évaluation de la décentralisation, des réussites ou aussi des échecs de la décentralisation. Jamais aucune évaluation sérieuse n'a été faite. Et on a ajouté de nouveaux textes avec des difficultés d'application considérables. Bien sûr, on fait face.
Mais en tout cas, les difficultés d'application sont considérables. Ça nous a fait perdre 1 an et demi d'investissement, ça nous a fait perdre 1 an et demi de décision. Bon, on arrive à la fin. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, mes chers amis, moi j'ai le sentiment que la France n'aime plus ses communes. Les Français, peut-être encore, ils les aiment. Sans doute, ils les aiment. Mais la France, dans son ensemble, n'aime plus ses communes. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, doit tous et tous nous mobiliser, nous inquiéter, bien sûr, mais nous mobiliser. Aujourd'hui, et vous savez, encore une fois, je participe à beaucoup de rencontres. Demain matin, il y a la dernière réunion plénière du comité Action publique 2022 qui a été installé par le Premier ministre au mois d'octobre. On m'a demandé d'en être membre. Moi, j'étais pas forcément très chaud, mais enfin, on m'a demandé d'en être membre. Et comme il était important qu'il y ait quand même quelques élus dans ce comité d'experts de à peu près 35 personnes, dont évidemment beaucoup d'experts, naturellement, et beaucoup d'experts de l'État, j'ai passé en fait 6 mois dans les réunions à rappeler que si ceci marchait bien, c'est parce que ce sont les collectivités locales qui s'en occupent. Mais c'est ignoré, la plupart du temps. C'est ignoré par une caste de la haute fonction publique, pas toute la haute fonction publique, une partie qui, en réalité, n'a jamais accepté le fait décentralisateur. Et ça, pour moi, ça a été une surprise, vraiment, une révélation. J'ai le sentiment que la décentralisation n'a pas infusé une partie de la haute fonction publique de l'État. C'est justement cette partie de la haute fonction publique de l'État qui est aujourd'hui au pouvoir. Et donc, on a un vrai souci. C'est pas un problème, c'est pas un souci politique, c'est un problème culturel. Et c'est encore plus compliqué à résoudre. Et nous avons besoin donc de tous nous mobiliser pour tenter encore de convaincre que la France ne pourra pas réussir s'il n'y a pas une alliance en toute confiance entre l'État et les collectivités territoriales. C'est vraiment un sujet sur lequel, évidemment, les associations d'élus se mobilisent, veulent mobiliser l'ensemble de leurs membres. C'est un sujet très très difficile parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas un accès suffisant à la presse nationale et notamment aux médias audiovisuels. Et tant que nous n'avons pas gagné la bataille de l'opinion, alors on l'a pas forcément complètement perdu parce que on a eu quelques succès, hein, mais tant que nous n'avons pas totalement gagné la bataille de l'opinion, eh bien nous aurons évidemment beaucoup de difficultés à faire valoir ce qui est notre légitimité, non pas pour nous élus, hein, c'est pas la question du maire, de l'adjoint, des conseils municipaux, du président du conseil départemental, pour les habitants, pour nos habitants, parce que c'est pour eux, naturellement, que nous faisons ce que nous voulons, parce que c'est notre vocation. C'est notre vocation, c'est l'action publique, c'est le service public, c'est le développement donc de nos territoires. Et ce manque de confiance, cette méconnaissance, il y a un manque de confiance, mais il y a aussi la méconnaissance et l'ignorance, parfois par paresse. Eh bien, il touche évidemment les milieux urbains, mais il touche encore plus, et vous le savez, le milieu rural. La ruralité est une chance pour notre pays. Il y a énormément de choses à faire, et il se fait énormément de choses. On va le voir tout à l'heure dans les trophées, mais on le voit dans tous les départements. Les élus locaux, avec leur population, avec leurs partenaires, ont beaucoup d'idées. Ils sont en capacité de prendre des initiatives, même avec peu de moyens. Mais il faut évidemment les encourager et il ne faut pas en permanence tenir le discours selon lequel les collectivités territoriales seraient mal gérées et qu'elles seraient responsables, au moins pour partie, des difficultés que rencontre notre pays. Alors je veux simplement vous rappeler, pas trop de chiffres, les collectivités territoriales en France, c'est 9% de la dette publique. 9% de la dette publique. La dette totale des collectivités territoriales est inférieure à la dette des organismes de sécurité sociale. Alors que les organismes de sécurité sociale investissent très peu. Ils ne sont pas là pour ça, d'ailleurs. Et alors que les collectivités territoriales réalisent à peu près 70% d'investissement public. Non seulement nous investissons, mais nous nous endettons très peu. Alors ça, c'est peut-être pas bien pour la caisse d'épargne, mais... mais bon, c'est la réalité, et vous le savez. Et c'est pour ça que vous continuez, d'ailleurs, à nous prêter. Parce que vous savez que lorsque nous nous endettons, d'abord, c'est pour de l'investissement, et pas pour payer le fonctionnement, vous le savez, et parce que lorsque nous investissons, eh bien nous le faisons
parce que les choses ont été étudiées, évaluées, et que les investissements que nous faisons, nous savons qu'ils sont utiles pour nos populations et pour nos territoires. Donc 9% de la dette publique, et si je prends uniquement la dette des communes, c'est 4% seulement. Chers amis, l'ensemble de la dette des communes de France, depuis la ville de Paris jusqu'à la plus petite commune rurale, c'est uniquement 4% de la dette publique de notre pays. Donc, voyez que lorsque on veut nous faire porter une partie de la responsabilité des difficultés de la dette publique, c'est exagéré et c'est injuste. Et non seulement cette situation est celle que je vous dis, mais ça va même plus loin. Dans le projet de loi de programmation des finances publiques, qui a été adopté donc en fin d'année 2017, le gouvernement a proposé, et le Parlement a voté, ce qu'on appelle une feuille de route pour les années qui viennent, afin d'aboutir à un quasi-équilibre budgétaire dans l'année 2022. Dans cette feuille de route, elle est tout à fait publique, hein, vous trouvez ça sur... il n'y a aucun souci, c'est parfaitement publié, on l'a d'ailleurs, l'AMF d'ailleurs l'a publié, l'a analysé et a diffusé des notes sur son site, donc vous pouvez le trouver sans aucune difficulté. Dans cette feuille de route, il est indiqué que l'État continuera, lui, à être en déficit en 2022, mais que pour aboutir à l'équilibre au sens de Maastricht, ou en tout cas un équilibre proche de zéro, puisque nous sommes aujourd'hui à moins 3%, vous le savez, eh bien, il faut que les collectivités territoriales fassent la différence. Donc l'État, lui, n'est pas capable d'arriver à zéro. Mais nous, les collectivités territoriales, il faut qu'on arrive à plus, à peu près 2 points de PIB d'excédent pour compenser ce que l'État n'est pas capable de faire. D'ailleurs, c'est tellement gros. Alors les parlementaires ont voté ça parce que les parlementaires, voilà, ils votent quoi. Hein, ils votent. Hein, la majorité vote et puis c'est comme ça. Même avec le Nouveau Monde, c'est comme ça. C'était avant comme ça. Dans le Nouveau Monde, c'est comme ça. Mais c'est tellement gros que la Commission européenne, à qui cette feuille de route est destinée, s'est interrogée et a demandé un certain nombre d'éclaircissements en disant « Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment bien réaliste de penser que les collectivités territoriales vont ainsi dégager un excédent important alors même qu'on leur demande de continuer à exercer toutes ces compétences du quotidien pour l'ensemble de nos concitoyens, alors même qu'on continue à leur demander d'investir, et c'est très bien. Est-ce que vous pensez vraiment que les collectivités locales vont parvenir à ça? Et alors même, d'ailleurs, qu'on leur enlève aussi des ressources, plus ou moins, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment que ça va vraiment marcher? Alors les réponses ont été un peu dilatoires et puis on n'en a plus parlé. Le débat reviendra. Il reviendra très rapidement puisque la prochaine loi de programmation, c'est un débat d'orientation budgétaire au niveau de l'État, devrait avoir lieu à la fin du mois de juin. Donc nous aurons l'occasion de remettre ce débat sur la table. Mais vous voyez que ce discours qui est tenu à l'égard de nos collectivités donc est un discours qui est à la fois, je vous dis, injuste et surtout qui est dangereux pour l'avenir et de nos territoires et de notre niveau de service public. Alors, en fait, là, le pouvoir central s'est arrangé et a trouvé pense avoir trouvé une solution pour rompre avec la pratique précédente. La pratique précédente, vous le savez, ça a été une baisse drastique, non négociée, donc des dotations, qui a fait perdre plus de 11 milliards de recettes aux collectivités, à l'ensemble des collectivités territoriales, et qui a d'ailleurs joué de manière importante sur le niveau d'investissement. On en parlait tout à l'heure avec le président de la FNTR. Ben oui, il y a eu forcément baisse des investissements. On est passé à peu près de 50 milliards par an d'investissement des collectivités territoriales à 40 milliards. En 2 ans, on est passé de 50 à 40. Puis maintenant, depuis 2 ans, c'est stabilisé à 40 milliards. Et peut-être que ça peut repartir avec un petit coup de pouce justement de l'endettement, notamment si les taux d'intérêt restent au niveau où ils sont. Enfin, nous verrons. Mais enfin, en tout cas, on a une baisse nette du niveau des investissements. Et vous savez, un pays qui n'entretient pas ses infrastructures, un pays qui ne crée pas les nouvelles infrastructures nécessaires, tiens, je pense par exemple au numérique, hein, à la diffusion donc des réseaux numériques sur l'ensemble du territoire, mais c'est un pays qui n'a quand même pas beaucoup d'avenir. Non pas. Mais je vous dis cela en connaissance de cause, puisque je suis un des acteurs et je suis à la région Île-de-France en charge de suivre le dossier du Grand Paris Express,
qui est un dossier extrêmement important, naturellement. Bien sûr, c'est lourd. Mais aussi, c'est un dossier qui est absolument indispensable et nécessaire à la vitalité de la région Île-de-France. Et la vitalité de la région Île-de-France, je vous le dis, elle est nécessaire pour le pays tout entier. Il ne faut pas qu'il y ait que la région Île-de-France. Mais si la région Île-de-France ne va pas bien, il est peu probable que la France, globalement, aille bien. Et donc, par conséquent, on voit bien là cette espèce de discours. En réalité, si vous voulez, c'est une opposition, en fait, entre le court terme budgétaire, allez, disons-le, de Bercy, le court terme budgétaire de Bercy qui résonne à quelques mois d'avance, et puis la nécessaire vision à long terme que doit avoir un élu politique, qu'il soit national ou qu'il soit local. Très franchement, aujourd'hui, ceux qui pensent au long terme, ce sont les élus locaux, et les maires en particulier, et les présidents d'intercommunalité qui sont amenés à élaborer, par exemple, les PLU ou les PLUI. Vous ne pouvez pas élaborer un PLU ou un PLUI sans avoir une vision à long terme de ce que vous souhaitez que devienne votre territoire. Donc nous avons encore cette capacité. Pour combien de temps encore aurons-nous d'ailleurs cette compétence? La capacité intellectuelle, on l'aura, j'espère, mais cette compétence. Ça, c'est aussi évidemment un vrai sujet. Alors, donc l'État a dit, enfin le pouvoir a dit, bon, pour finir, on va arrêter la baisse de la DGF, donc je baisse pas les dotations. Entre nous, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais vous avez tous les documents sur le site de l'AMF. Entre nous, c'est pas vrai. Globalement, l'argent qui est injecté par l'État sur les territoires, que ce soit en dotation de l'État, mais aussi par exemple, aide au logement social sur les territoires, mais aussi en aide et en accompagnement en alimentation du budget des agences de l'eau, par exemple. Je le dis ici parce que comme François Sauvadet, qui est un ami et président du comité de bassin de Seine-Normandie, donc il connaît très bien ces questions-là, et donc j'imagine qu'il doit aussi en parler de temps en temps. Donc localement, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement important. Vous savez que les agences de l'eau se voient prélever des montants sur leur budget pour alimenter le budget général de l'État depuis plusieurs années. Et vous savez évidemment que la baisse des allocations logement se répercute naturellement sur la capacité d'investissement, d'entretien, etc. des logements de nos bailleurs sociaux. Et tout ça, c'est de l'argent en moins. Eh bien, nous avons chiffré à l'AMF qu'on est à près de 2 milliards de diminution de ces crédits qui sont injectés à un titre ou à un autre sur les territoires. Et lorsqu'on dit d'ailleurs que la DGF ne baisse pas, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des collectivités pour lesquelles la DGF baisse. Et pas seulement à cause de questions démographiques, aussi parce que il y a des systèmes de plafonnement, de récupération, des systèmes techniques très compliqués et qui font que cette DGF, c'est pas pour d'abord le maintien de la DGF, c'est pas pour tout le monde. Il y a aussi des systèmes, le fameux système des variables d'ajustement que vous connaissez peut-être. Sans doute, un certain nombre d'entre vous perçoivent les fonds départementaux de péréquation de taxes professionnelles. Enfin, en tout cas, la suite de ces fonds départementaux, ils ont baissé cette année de 14%, les fonds départementaux. Il y a même pire que ça. Il y a la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, quand la taxe professionnelle a été supprimée, on l'a remplacée par plusieurs impôts, la CVAE, la CFE, etc. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il y avait une dotation de compensation de taxe professionnelle d'à peu près 3 milliards. Bien. Tout le monde a juré, ces grands dieux, que jamais cette dotation ne serait diminuée. Elle était sanctuarisée. Eh bien, pour la première fois, cette année, cette dotation de compensation d'un impôt qui a été supprimé, a été votée en baisse de l'ordre de 3%. De l'ordre de 3%. L'année même, mes chers amis, où le gouvernement et le Parlement votent une loi de finances dans laquelle on supprime progressivement la taxe d'habitation en jurant ces grands dieux que naturellement ce serait totalement compensé. Il faut quand même être gonflé, quoi. Comment voulez-vous, dans ces cas-là, que nous puissions évidemment faire confiance en la parole de l'État? Donc nous avons, mes chers amis, un vrai sujet, un vrai souci de confiance avec l'État. Alors, l'État s'est dit, pour finir, on va faire autrement. On va pas baisser les dotations, donc je vous ai dit ce qu'il en était, mais on va contractualiser avec les collectivités territoriales. Et si elles ne respectent pas le contrat, alors là, on baissera les dotations. Alors la contractualisation, c'est quoi? En gros,
vous le savez, certaines collectivités sont évidemment concernées, assez peu dans le département. Donc il s'agit en fait pour les 320 et quelques plus grosses collectivités locales de France, qui représentent une masse budgétaire importante naturellement, il s'agit donc de négocier avec le préfet un contrat dans lequel la collectivité s'engage à avoir des dépenses de fonctionnement dont la progression est limitée à 1,2% plus ou moins. En fonction de ça, il y a une petite carotte qui est donnée si vous respectez. Et puis, si vous ne respectez pas, il y a une sanction financière qui vient. Alors, ça paraît, on dit oui, pourquoi pas, etc. Bon. Mais en réalité, vous savez bien que dans notre pays, on ne contractualise pas avec l'État. L'État impose, l'État définit à la fois les règles du jeu et ensuite contractualise. Ça, c'est pas de la contractualisation. Et donc, par conséquent, je vois d'ailleurs un certain nombre de ces grandes collectivités qui, au départ, pouvaient être intéressées et qui, au vu de la complexité de cette contractualisation, en fait, vont probablement renoncer à contractualiser. Ce qui veut dire que, de toute façon, si elles ne respectent pas ce fameux 1,2% d'augmentation des dépenses maximum, eh bien, elles seront donc pénalisées. Mais voyez-vous, la démarche est quand même perverse. Parce que, comme un certain nombre de collectivités ne parviendront pas ou ne voudront pas, parce qu'elles peuvent avoir aussi des recettes qui augmentent, notamment avec des augmentations de base fiscale. Ça, on n'en tient pas compte dans le modèle de contrat qui est proposé par l'État. Eh bien, si la collectivité ne respecte pas, eh bien, l'État dira, écoutez, il y avait un contrat, vous ne l'avez pas respecté, donc maintenant on vous baisse les dotations. Mais c'est de votre faute. C'est pas une décision que moi, État, je prends. C'est de votre faute. Il fallait respecter le contrat. Ça n'est pas, mes chers amis, acceptable. Ce n'est pas un type de relation acceptable entre l'État, entre les élus nationaux et les élus locaux que nous sommes. Pourquoi c'est pas acceptable? Parce que nous avons aussi, nous, notre propre légitimité politique, parce qu'il y a des élections, et parce qu'on est élu, que ce soit à la région, au département ou dans nos communes. Voilà, mes chers amis, je ne sais pas, j'ai pas regardé vraiment l'heure, mais je crois que c'est à peu près dans les temps. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je vais conclure en disant, je sais que beaucoup d'entre vous, c'est vrai ici, c'est vrai partout. Et c'est vrai aussi dans les villes. Et c'est vrai aussi en région Île-de-France, même si les communes sont généralement plus importantes. C'est vrai, je le sais, que beaucoup d'entre nous commencent à être résignés et commencent à se dire à quoi bon continuer à se battre alors même qu'on ne reconnaît même pas le travail que nous faisons. Je leur dis qu'il faut continuer parce que, encore une fois, ce que nous faisons, c'est pas pour nous que nous le faisons. Nous en tirons des satisfactions lorsque, évidemment, un élu, un maire et son équipe réalisent un équipement, développent un service utile à la population. Naturellement, nous en tirons aussi le sentiment, du devoir accompli. Donc, nous en tirons des satisfactions. Mais fondamentalement, nous le faisons parce que nous pensons que l'action publique dans notre pays est indispensable au développement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Que l'action publique est au cœur même de notre modèle de société. On peut changer de modèle de société. Il y a des pays qui ne fonctionnent pas comme nous. C'est vrai. Mais alors, à ce moment-là, il faut le dire. Et il faut qu'il y ait un débat sur ce point. Et il ne faut pas accuser celles et ceux dont nous sommes de mal gérer parce que précisément nous avons cette conviction que l'action publique locale est indispensable à la fois au développement de nos territoires et donc de notre pays, à son attractivité et qui est indispensable aussi au bonheur de vivre de nos concitoyens. Restez donc toutes et tous mobilisés. L'Association des maires de France et les associations départementales donc vous accompagneront tant qu'elles le peuvent. Nous continuerons à nous battre au nom de toutes les communes et de toutes les intercommunalités de France pour que le travail que nous faisons en direction de nos concitoyens et de nos territoires soit pleinement reconnu et pour que le pays tout entier nous donne les moyens de continuer ce travail. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup Philippe Laurent, on peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. Parfait, vous avez été parfait. Alors voilà, Eva va passer dans la salle avec des micros. N'hésitez pas à poser vos questions.
J'imagine que les maires qui sont là ont sans doute des questions. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quand vous avez dit que la France n'aimait pas ses communes. C'est dur d'entendre ça. Oui. Je crois qu'il faut que vous parliez. Ça marche là? Ouais, ah oui, ça ça marche. fonctionne. Bravo. Merci. Oui, c'est dur. C'est une expression que j'utilise pas souvent. Là, je l'utilise depuis très peu de temps. Mais j'ai eu cette conviction. Elle est dure. Quand je dis n'aimez pas, c'est n'aimez plus. C'est pas pareil. N'aimez plus. J'ai eu cette conviction dans des rencontres que j'ai vraiment de manière très régulière avec toute une série de responsables nationaux. Par ailleurs, des gens intelligents, formés, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sont pas normalement des ignorants, mais qui sont dans une espèce de moule qui ne leur permet plus de comprendre et d'apprécier pleinement ce qui se fait sur nos territoires. Voilà. Et quand je dis nos territoires, c'est tous nos territoires. Parce que nous ressentons ça aussi lorsque nous sommes dans nos communes de proches de petites couronnes d'Île-de-France, comme on le ressent dans les territoires ruraux. Donc c'est la même chose. Ce sentiment, il est très très largement partagé. Parce que, voyez-vous, et un mot, parce que j'ai parlé de la fonction publique territoriale tout à l'heure. Moi, je me bats, je ne sais pas si on arrivera à quelque chose, pour que la fonction publique territoriale soit considérée en ce qu'elle est. Et contrairement à ce que certains pensent et certains disent, il n'y a pas une fonction publique en France. Il y a la fonction publique d'État qui a ses règles, etc. Et il y a la territoriale. Et la territoriale a ça de particulier que 80% de ses membres, de ses agents, d'abord sont des agents de catégorie C, vous le savez, et surtout sont en contact direct avec la population. Ils sont au service de la population, mais ils ne sont pas au service de la population en rédigeant des textes, en faisant des proclamations. Ils sont au service de la population au quotidien. Tous les jours, dans les écoles, les crèches, les centres de loisirs, sur la voirie. Des inondations, comme des inondations, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je veux faire observer, et nous l'avons dit assez solennellement au président de la République et aussi au Premier ministre. Le Premier ministre, lui, il le savait, mais malheureusement, il n'est peut-être pas toujours suffisamment écouté sur ces points-là. Nous avons dit solennellement que les maires de France seraient toujours aux côtés de l'État lorsqu'il s'agit de l'essentiel, lorsqu'il s'agit de la République, et lorsqu'il s'agit de la mise en danger de populations pour des raisons diverses, que ce soit le terrorisme ou que ce soit des raisons climatiques. Les maires de France seront toujours, ils ont toujours été aux côtés de l'État et ils seront toujours aux côtés de l'État. Mais il faut aussi qu'on nous fasse confiance pour continuer précisément à gérer nos services publics de proximité, à développer nos territoires. Alors, une question, Eva, vous avez donné un micro, non? Non, toujours pas? Pas de question. Est-ce que pour les petites communes, les communes rurales qui seront très largement représentées ce soir dans ces trophées, et ça fait plaisir de voir que même si on est une petite commune, on est capable de mener des initiatives originales qui ne coûtent pas toujours très cher, et quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, comme on disait. Et est-ce que pour ces petites communes rurales, c'est plus difficile? On se sent encore plus peut-être mal aimé? Bien sûr, sans doute, sans doute. J'ai l'occasion, comme je vous le disais, de faire une vingtaine de déplacements, au moins une vingtaine de déplacements par an, donc dans les assemblées départementales. Donc je rencontre évidemment beaucoup de maires et de maires des communes de toute taille et de présidents d'intercommunalité. Donc le sentiment est évidemment très très largement partagé partout. Je crois qu'on a fait la preuve depuis des années, et là aussi, ça fait mal quand on entend ce que je vais vous dire. Moi, l'autre jour, dans une des réunions justement de ce fameux comité d'experts, parlait de la politique du logement, et donc plusieurs personnes ont dit la solution pour que ça se passe mieux pour le logement social notamment, c'est qu'il faut enlever toutes les compétences aux communes, parce que les maires, c'est clientéliste, etc., etc. Voilà. J'entends encore ça de la part de gens. Encore une fois, c'est du bac plus 7, voire davantage, normalien, polytechnicien, tout ce que vous voulez, même Ménard d'ailleurs aussi. Ça, hein. Et je veux dire, c'est inimaginable d'entendre ça. Alors évidemment, j'essaie de corriger, mais comme je suis un peu seul, c'est pas évident. Je ne peux pas non plus monopoliser la parole dans ce genre de réunion. Et je trouve que cette course que nous avons, qu'on connaît à l'heure actuelle vers l'intercommunalité forcée à tout prix,
c'est pas une bonne chose. Et pourtant, c'est nous qui avons créé l'intercommunalité, mes chers collègues, ce sont les maires qui ont créé l'interco. Alors justement, est-ce que les communes ne sont pas menacées par le développement de l'intercommunalité? C'est une grande question, naturellement, bien sûr. On voit bien qu'on est là à une espèce de frontière. Pas encore, mais ça peut venir. Soyons très attentifs. Ça peut venir. Surtout les petites communes. Voilà, ça peut venir. C'est la raison pour laquelle Ludovic, tout à l'heure, évoquait donc la question des communes nouvelles. Ne nous trompons pas. La commune nouvelle, c'est un outil au service des communes. C'est pas un objectif. C'est pas une obligation, naturellement. Créer une commune nouvelle, ça doit se faire à partir de l'adhésion et des élus et des populations. Ce qui n'est pas forcément simple. Nous sommes d'accord. Donc il faut du temps. Il faut du temps et de la pédagogie. Mais l'AMF, l'Association des maires de France, vous le savez, a été pratiquement à l'origine et a été aussi promoteur, et nous avons d'ailleurs modifié à plusieurs reprises, enfin obtenu la modification à plusieurs reprises de la loi. Jacques Pélissard, ancien président de l'AMF, s'est beaucoup investi et continue d'ailleurs de s'investir sur le sujet, mais il n'est plus parlementaire, il continue à s'investir sur le sujet, parce que, et nous avions d'ailleurs ce matin une rencontre des communes nouvelles à l'AMF, au siège de l'AMF, où il y avait énormément de monde, parce que la commune nouvelle a un avantage considérable, c'est qu'on crée une commune, enfin on fusionne des communes, mais c'est une commune qui sort. Or la commune, et c'est ça qui est important, c'est la légitimité politique par l'élection directe, c'est l'efficacité, parce que les agents communaux, et vous le savez toutes et tous, vos agents communaux, ils sont généralement, pour une grande majorité d'entre eux, très attachés à la commune. Ils sont très attachés à leur commune. Ils travaillent pour telle commune, ils portent le nom de la commune sur leur t-shirt, sur leurs vêtements de travail, et ils en sont fiers. Et ce sont souvent des agents qui ont des rémunérations faibles. Ils ont besoin de ça, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose que nous portons. La commune, légitimité, efficacité, proximité et responsabilité. Parce que ça aussi, c'est un des points majeurs. C'est la population, ils engueulent le président de l'intercommunalité? Ils n'engueulent pas. Même le conseil départemental non plus. Le président de la République, ils n'engueulent pas. Qu'est-ce qu'ils engueulent? Le maire. Et chers amis, c'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Parce que tant qu'on continuera à se faire engueuler, même si on n'y peut rien, on comptera encore aux yeux de nos concitoyens, et c'est ça qui compte. Oui, et puis ça veut dire qu'il y a une proximité. Il y a quand même une oui, proximité. Bien sûr, il y a une proximité. Est-ce que le maire souvent les hommes politiques et les femmes politiques ne sont pas toujours très aimés, hein, on aime bien les critiquer et les railler. Est-ce que le maire, lui, est dans cette est considéré comme ça comme un homme politique? Alors là, il y a toujours une ambiguïté chez nos concitoyens, parce que quand vous interrogez globalement les Français sur est-ce qu'il n'y a pas trop de communes, etc. Il va vous dire certainement en majorité, il y a peut-être un peu trop, il faudra voir tout ça, etc. Mais quand vous lui dites, tiens, il faudrait peut-être supprimer, ou fusionner vos communes, il dit, non, mais nous, non. Celle d'à côté, peut-être, mais nous, non, nous, c'est important, notre commune, on y tient, on est attaché, comprenez, on n'a pas beaucoup de services et tout, mais on y tient. Bon, donc, quand les Français jugent les autres, ils sont pas forcément positifs, mais quand ils jugent ce qu'ils connaissent eux, puisqu'ils y vivent, ils sont beaucoup plus positifs. Mais je rappelle que le maire est encore de loin, même si ça baisse un peu, et ça c'est dangereux, il faut s'en inquiéter, est encore de loin l'élu le plus populaire, naturellement. Justement, vous parliez de fusionner les communes. Est-ce que ça a encore une utilité d'avoir des communes de 50, de moins de 100 habitants? Alors, voilà. Et là, vous posez la question, vous voyez, vous utilisez le mot utilité. Mais on n'est pas là que pour ça. On est là pour ça, mais pas que pour ça. On est là aussi parce qu'on représente quelque chose. Peu d'habitants peut-être, mais on représente le territoire. Et donc ça doit être pris en compte aussi. Et puis je vais vous dire, la France, en fait, quand on regarde les choses, elle s'est construite autour de l'État, mais pas seulement. Quand vous regardez les choses, l'État français, d'où a découlé d'ailleurs la nation, parce qu'en France, l'État a précédé la nation, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. En France, l'État a précédé la nation. Ça vient de loin, et même d'avant la Révolution. Mais en réalité, le système qui a dominé, c'est l'alliance entre l'État et la commune. La preuve en est, c'est que le maire est représentant de l'État sur son territoire.
Ça n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Vous n'avez pas ça dans les États fédéraux, vous n'avez pas ça en Italie, en Espagne. Le maire, il n'y a pas de capacité à incarner l'État, parce que l'État est aussi plus faible. En France, il y a cette alliance naturelle entre l'État et la commune. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, chaque commune, c'est une petite parcelle, en fait, de cette République. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile, donc, d'accepter la suppression, comme ça, de cette parcelle. Donc ça doit se faire avec beaucoup de prudence et surtout avec une volonté de le faire, une volonté partagée, en tout cas encore une fois par les élus et par les populations. C'est pour ça que la démarche des communes nouvelles, c'est une démarche qui est progressive, qu'on peut encore rendre davantage progressive, parce que cette démarche est utile pour préserver justement le fait communal et aussi peut-être pour permettre aussi de développer de manière plus utile à nos concitoyens donc un certain nombre de services publics. L'intercommunalité, si on en reste à l'intercommunalité, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, l'intercommunalité va en effet remplacer les communes, mais pas avec la même légitimité. Et ça, c'est un vrai sujet. D'autant plus que l'intercommunalité, on en a besoin aussi. C'est pas parce qu'on fait une commune nouvelle qu'on supprime l'intercommunalité, parce il y a plusieurs évidemment, étages, en fait, de gestion, parce qu'il faut appliquer pleinement le principe de subsidiarité. Ce qui peut être fait à un niveau doit être fait à ce niveau, ce qui ne peut pas être fait à ce niveau-là est fait au niveau plus large. C'est le principe de subsidiarité. On l'oublie, on n'en parle jamais. Voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, un certain nombre d'intercommunalités, de communautés, ont commencé depuis quelques années à se rendre compte qu'il y avait des compétences qui avaient été prises par l'interco, d'ailleurs parfois pour des raisons financières, parce que ça majorait le coefficient d'intégration fiscale. Bon, je ne vais pas expliquer, mais vous connaissez tous. Et donc, ça majorait les DGF intercommunales. C'est pour ça que nous avions demandé d'ailleurs à l'AMF qu'on gèle le niveau du coefficient d'intégration fiscale pour ne pas inciter à du transfert inutile. Eh bien aujourd'hui, on est dans un mouvement un peu inverse où un certain nombre d'intercos, pour des raisons réfléchies, hein, pas pour des raisons comme ça sentimentales, pour des raisons réfléchies, donc retransfèrent des compétences à leur commune. Merci Philippe Laurent. Alors, des questions peut-être dans la salle? Non, toujours pas? Ah si, voilà. Monsieur le maire. Oui, bonsoir, Marc Beuglin, maire de Belle-Neuve. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il est sympathique de se faire engueuler par nos concitoyens. Alors, je suis d'accord avec vous. Effectivement, ça fait partie du contact humain dont nous avons besoin en tant que maire. Néanmoins, avec la perte de l'autonomie fiscale, la baisse des dotations et la perte de prérogatives, demain, il ne restera peut-être plus que ces engueulades, alors qu'aujourd'hui, nous avons quand même la compensation de pouvoir engager un certain nombre de projets. Et avec cette disparition, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse craindre demain de ne plus avoir de candidat maire pour les prochaines élections? Oh bah écoutez, je pense que c'est une vraie crainte. En réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura moins de candidats intéressés vraiment à s'investir pour la collectivité. Mais vous aurez toujours, dans une population comme la nôtre, il y aura toujours des gens qui seraient d'accord pour avoir sur leur carte de visite le fait qu'ils sont maires. Après, le problème, c'est de savoir s'ils ont un projet pour la collectivité. Est-ce qu'ils sont... voilà, en gros, est-ce qu'ils aiment leur collectivité? C'est ça la question. Vous aurez toujours formellement des gens. Il y a toujours des ambitieux, etc., mais qui n'ont pas forcément envie, encore une fois, de faire le travail quotidien que nous faisons et que nous faisons tous, parfois d'ailleurs en râlant, hein, en disant ça commence à bien faire, etc. Mais on le fait quand même parce qu'on y croit toujours et parce qu'en général, écoutez, chers amis, vous pouvez pas être maire, vous pouvez pas être élu dans une commune si vous l'aimez pas votre commune, quoi. Ça se fait pas, quoi. C'est impossible, quoi. Hein? Il y a un vrai lien entre le maire et sa commune. Peut-être au départ, il est peut-être pas si fort que ça, puis il se crée peu à peu. Donc, en fait, on peut craindre plutôt sur la personnalité, en fait, d'un certain nombre de nouveaux maires qui n'auront pas cette passion que nous avons toutes et tous. Voilà, c'est plutôt ça que je crains. Est-ce que vous avez des chiffres sur les proportions de... moi, j'ai l'impression que parfois les maires, c'est des gens du pays, quoi. C'est les gars du pays qui sont peut-être nés dans cette commune, qui aiment leur commune, vous le disiez. Oui. Est-ce que ça, c'est véridique ou c'est aussi des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'installent, qui tombent amoureux d'une région? C'est quoi la proportion? Oui, ça peut arriver. Faut être du coin? Non, j'en sais rien. Enfin, franchement, c'est une enquête... Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Non, c'est une enquête qui peut être intéressante, qu'on peut faire département par département. C'est pas idiot comme question, tiens. Merci. Mais c'est bien. Non, moi j'ai pas d'idée, mais je sais en tout cas que lorsque je discute
quand je me déplace, etc., quand je discute avec des maires, avec des collègues maires, etc., quand même un bon nombre de ces élus, ils sont soit originaires de la commune, ils sont parfois partis et ils sont revenus, hein, mais ils sont souvent originaires de la commune. Il y a assez peu, à mon avis, de pièces rapportées. Il y en a, mais assez peu. Et lorsqu'il y a des pièces rapportées, comme on dit, en réalité, ils avaient déjà la connaissance du territoire, ils peuvent avoir une résidence secondaire, enfin voilà. Donc je crois que ce sont, on se parachute pas maire, quoi. Moi je veux bien, on se parachute peut-être député, etc. Oui, ça peut fonctionner, on a bien vu, hein. Bon, mais on se parachute pas maire, quoi. Parce que les gens le savent. Les gens ils disent bon bah celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bon, on n'a pas l'air de bien saisir. Moi j'entends des maires parler de leur commune. Tout à l'heure il va y en avoir là pour les trophées. Mais écoutez, ils en parlent avec passion. Ils ne sont pas toujours contents, ils râlent aussi, mais ils en parlent de leur commune avec passion. Et c'est ça qui compte. Si on perd ça, je pense qu'on aura perdu beaucoup. Pas nous, encore une fois, mais nos concitoyens. On va faire un petit test là parmi les maires qui sont là. Levez la main les maires, tous les maires. Voilà. Vous êtes pas mal, c'est bien. Alors combien sont de la commune originaire? Ah, ben il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Mais combien, alors, sont originaires dans un rayon de 10 km de la commune? Voilà. Oui, il y en a quand même qui sont venus et qui se sont fait adouber par la population. Oui, mais ils ont pu venir depuis longtemps, ils ont pu venir jeunes, etc. Ouais, d'accord. Donc, écoutez, Philippe Morand, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? C'est des questions pièges, là, quand même. Voilà, il y a une marrant, question. là. Ah, bah, c'est ça, les journalistes, hein, ça pose toujours des questions pièges. Catherine. Moi, je voulais Sadon. poser une question, Catherine Sadon, maire de Semur-en-Ossois. Une question et puis une remarque, dira Philippe Laurent, que je reconnais bien ce que j'ai connu autrefois et sa connaissance parfaite des collectivités territoriales. Et ça fait du bien que d'entendre son discours. J'ai une question qui rapporte à l'attachement qu'on a à la commune, et c'est un élément très important, évidemment, mais moi j'ai une interrogation par rapport à l'intercommunalité, avec laquelle on n'a pas le même attachement, bien sûr, et par contre, la question que je me pose, et que je pose en même temps, c'est est-ce que le fait que ce soit une élection à 2 niveaux, comme c'est le cas actuellement, est-ce que ça peut tenir longtemps avec, en contrepoint, l'augmentation des compétences qui sont transférées aux intercommunalités et les volumes financiers en cause? Est-ce que pendant longtemps on pourra continuer sur ce modèle-là qui fait qu'on ne rend pas des comptes directement à sa population quand on est dans l'intercommunalité? Oui, bah, c'est la question que tout le monde se pose et à mon sens c'est une question que certains ont déjà tranché dans leur tête au plus haut niveau, même s'ils ne l'ont pas dit, même s'ils ne le disent pas. Donc cette question-là, effectivement, se pose, je suis d'accord. La difficulté, c'est que, en plus, alors, il ne faut pas généraliser les choses, hein. Donc tous les cas de figure existent, etc. Mais enfin, on a quand même un certain nombre de cas de figure où, naturellement, le président ou la présidente de l'intercommunalité, qui est généralement un des maires, pas toujours, hein, mais enfin, généralement un des maires, en réalité, il est d'abord maire, et il est élu sur sa commune. Bon, alors après, il est président de l'intercommunalité, et donc il a une responsabilité qui est beaucoup plus large. Mais je suis obligé de constater, et évidemment, ça peut avoir des côtés positifs, mais il faut faire très attention. Je suis obligé de constater que, comme les intercommunalités sont de plus en plus larges, le niveau des cadres territoriaux est aussi de plus en plus élevé, progressivement, dans les intercos. Et en réalité, ce que j'appellerais la technocratie locale, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, est amené parfois à prendre un pouvoir important. Dans nos communes, c'est le seul lieu, parce que ce que je dis là n'est pas non plus faux dans un certain nombre de départements, voire même dans un certain nombre de régions. Et le seul endroit où c'est encore l'élu qui est le patron, c'est la commune. Voilà, parce que c'est ça le fait communal. Voilà. Et donc, on aurait... si évidemment l'évolution devait se faire dans le sens que Catherine, je pense, redoute, comme beaucoup d'entre nous, nous aurions donc un changement total de paradigme, avec non seulement un rôle évidemment du maire qui serait donc vraiment minimisé, alors pour le coup qui n'aurait plus de capacité, mais aussi un rôle des élus qui serait lui-même minimisé de manière globale, ça c'est sûr.
Donc c'est un vrai débat. Il y a un vrai débat à avoir là-dessus. Il ne faut pas se le cacher. Et une des solutions, mais c'est vraiment qu'une des solutions, c'est justement d'aller vers des communes donc plus importantes. C'est ça qui a comme avantage de préserver donc ce fameux fait communal avec cette responsabilité, cette proximité, etc. Voilà. Donc c'est ça, c'est une des éléments de réponse. Mais on a bien conscience nous-mêmes que ça peut pas être la seule réponse et puis que tout ça ne peut pas se faire en quelques années parce que il faut encore une fois pour que ça marche l'adhésion et des élus et des populations et des acteurs aussi économiques du territoire. Alors, Philippe Laurent, une dernière question, toute dernière, il nous reste peu de temps. Un monsieur, levez la main, monsieur. Voilà, le micro arrive par les escaliers au-dessus de vous. Voilà, on va vous le faire passer. Une dernière question, et puis il sera temps de passer ensuite à la remise des trophées. Monsieur Rémi Marpeau, maire d'une commune dans le Val-de-Saône de 210 habitants. Monsieur Laurent, je suis comme vous, je suis rentré au conseil municipal en 1977, vous voyez. Ah ouais. Ça fait déjà un petit bout de temps. Un constat, vous nous avez parlé de personnes, bac plus 26, qui disaient qu'il faut enlever les compétences aux maires parce qu'on n'en a plus besoin. Moi, je les inviterais à simplement visionner quelques belles émissions sur la 3 qui nous montrent notre village, tous les villages et toute la France comme elle est belle, et d'y passer un peu les vacances, plutôt que d'aller à La Réunion ou à Saint-Domingue ou en Thaïlande, vous voyez. Je les inviterais. La deuxième chose, c'est vous avez fait un constat, le constat que tout le monde connaît, que l'on connaît, hein, qui est aujourd'hui, qui nous désespère et qui nous dégoûte un peu de continuer dans notre mission. Maintenant, la question, je vous la retourne, que peut-on faire? Que peut-on faire? Et la troisième observation, c'est tout simplement, que cherche l'État et les différents gouvernements qu'on a depuis 10 ou 15 ans? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça, c'est la grande question que nous se pose. Je n'irai pas plus loin dans mes questions. Si vous pouvez nous donner un petit peu d'informations, vous qui côtoyez des hommes politiques influents. Oui, enfin... Sur la dernière question, je ne répondrai pas parce que je crois que ce n'est pas la peine de répondre de manière explicite parce qu'il me semble que ce que je vous ai dit donc dessine quand même des premiers éléments de réponse. En réalité, le problème est que on parle de l'État, gouvernement, etc., mais c'est que tout ça n'est pas quelque chose d'homogène. Et qu'à l'intérieur de cette espèce de grand ensemble, que j'appelle le pouvoir central, voilà, le pouvoir central. Il y a le Parlement, il y a le gouvernement, les cabinets, les administrations centrales, etc. À l'intérieur de ça, il y a un groupe qui est extrêmement influent et qui, en fait, a comme... ce que je vais dire est un peu dur et je ne devrais pas le dire, hein, parce que... Mais je pense que la notion d'intérêt général s'est affadie au sein de l'État. La notion d'intérêt général s'est affadie au sein de l'État. Je pense que nous avons, nous, élus locaux, avec nos diversités, nos défauts, etc., davantage cette notion de l'intérêt général, local bien sûr, que ne l'ont un certain nombre de ce qu'on appelle grands commis de l'État. L'expression grand commis de l'État, elle existe encore, il y a encore, mais ça ne s'applique plus à tout le monde. J'en veux pour preuve les mouvements qui s'accélèrent depuis déjà un certain nombre d'années entre public et privé au plus haut niveau de l'État. Je pense que nous avons un vrai sujet avec une partie de la haute fonction publique de l'État. Et que c'est cette partie-là qui est aujourd'hui dominante intellectuellement au sein de cet ensemble immense. Voilà ce que je pense. Je vous conseille un livre d'un journaliste qui s'appelle Vincent Jauvert, qui s'appelle Les Intouchables. Vous le trouverez très facilement. Oui, on est très court. Alors, si, ce qu'on peut faire, je vous ai dit, il faut se mobiliser. Mais se mobiliser pour vous, les maires, eh ben, c'est justement faire apparaître ce que vous faites. Vous avez parlé de la 3. C'est vrai que la 3, c'est un des rares médias, donc à caractère national et régional, qui parle de ce qui est fait sur les territoires. Et puis moi, j'invite aussi la presse quotidienne régionale, ici le bien public, donc à continuer et à parler de plus en plus de cette capacité extraordinaire d'initiative qui existe sur les territoires, qui n'est pas uniquement le fait des élus. C'est le fait des élus, c'est le fait des agents, c'est le fait des associations, c'est le fait de tous ces acteurs. Mais la commune, c'est le sorte comment dirais-je, de point de rencontre de tout ça.
C'est l'organisatrice un peu de toute cette vie locale. Et puis après, il y a énormément de nos concitoyens qui ont évidemment beaucoup de choses à faire et qui le font. Et ça, il faut le faire savoir. Et il faut continuer, évidemment, ce travail de pédagogie. Je sais que c'est pas facile. Il faut que, moi, ce que j'essaie de faire avec l'AMF, avec François Barouin, André Léniel, etc., c'est de faire en sorte que la presse nationale parle autrement de ce que nous faisons. C'est vraiment pas facile. Une dernière question de Vincent Martin, très rapidement, de la Fédération. Oui, rapidement, juste sur la... Croyez-vous pas qu'il y a une opportunité on parle de la suppression des départements. Et bon, Dieu sait, moi j'y suis personnellement opposé, mais toutefois, je pense qu'il y a une réflexion à mener avec l'AMF sur est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour les communes, les intercos, de se repositionner aussi, si on arrive vraiment en effet à la suppression des départements, parce que bon, la logique serait d'avoir un maillon entre l'État et les départements, un lien direct, et les communes tout de suite derrière. Mais s'il n'y a plus de départements demain, est-ce que c'est pas une opportunité pour les communes et intercos de se mettre en avant? Et on est persuadé, nous en tout cas dans les travaux publics, que c'est sur les communes et les intercos où il y a l'investissement, il y a l'aménagement du territoire et le développement économique. Oui. Écoutez, c'est une question qui mérite beaucoup de développement, donc on n'a pas le temps. Non. On en parlera tout à l'heure quand on boira le pot, si vous voulez. Et puis vous revenez, oui, je reviendrai. Mais oui, je reviendrai. D'accord. Mais en deux mots, si vous voulez, moi je ne crois pas à la suppression. Alors attention, parce qu'un département, c'est quoi? Un département, c'est d'abord une circonscription de l'État, d'action de l'État, puisqu'il y a un préfet, il y a tout ça. Et puis ensuite, il y a le conseil départemental. Donc là, vous vouliez parler en fait du conseil départemental, parce que il est parfaitement possible de penser qu'on peut supprimer le conseil départemental, mais qu'on garde le département comme circonscription d'action de l'État avec un préfet, les directeurs départementaux qui existent, etc. Même si un certain nombre sont devenus, ont été transférés au niveau de la région. Bon, moi, je vais vous dire. Aujourd'hui, on a beaucoup de défis en France, comme dans les autres pays, européens notamment. On a énormément de choses à faire. Je ne suis pas certain qu'il soit vraiment utile de supprimer des administrations qui fonctionnent, qui ont une culture qui existe et qui font que ça fonctionne. Les départements en France, ça fonctionne, ça produit des choses importantes pour les gens, comme les administrations communales. Est-ce que c'est vraiment opportun de dire on supprime ça? On a, dans les départements, à l'heure actuelle, au total, il y a presque plus de 300 000 agents. Est-ce que ça vaut la peine de dire à ces 300 000 agents, bon, écoutez, demain, on va supprimer votre employeur, vous aurez toujours un emploi, mais on va vous rattacher à la région, à l'interco, etc. Est-ce que c'est vraiment utile de créer un traumatisme comme ça à l'heure actuelle dans notre pays, simplement pour faire beau? Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à la suppression comme ça des conseils départementaux et des administrations départementales. Merci beaucoup, voilà. Philippe Laurent. On vous retrouve tout à l'heure. C'est très intéressant. On a envie de vous écouter plus longtemps. Je vous propose quelques secondes de pause parce qu'on a déjà un petit peu débordé sur le temps. On laisse les gens qui sont arrivés il y a quelques instants s'installer dans la salle et puis la cérémonie de remise des trophées commence dans quelques secondes. À tout de suite.